Bonjour téléspectateurs, moi c'est Fatou Sey. Comme toujours, nous sommes ici à la médiathèque de Bargny pour la quart de finale du concours de Royaume du Bilingue. Ce qui est un concours de romance et d'éloquence. Et pour cela, nous allons partir pour vous montrer les concurrences qui s'opposent. Comme on vous l'avait dit, nous sommes auprès de nos charmants candidats qui vont faire l'étape de la dictée. Épreuve de dictée. Il m'a dit qu'il devait aborder maintenant des questions apparemment étrangères à mon affaire, mais qui peut-être l'a touché de fort près. J'ai compris qu'il allait encore parler de maman, et j'ai senti en même temps combien cela m'ennuyait. Il m'a demandé pourquoi j'avais mis maman à l'asile. J'ai répondu que c'était parce que je manquais d'argent pour la faire garder et soigner. Il m'a demandé si cela m'avait coûté personnellement et j'ai répondu que ni maman ni moi n'attendions plus rien l'un de l'autre, ni d'ailleurs de personne, et que nous étions habitués à tous les deux à nos vies nouvelles. Le président a dit alors qu'il ne voulait pas insister sur ce point. Il a demandé au procureur qu'il ne voyait pas d'autres questions à me poser. Celui-ci me tournait à demi le dos et, sans me regarder, il m'a déclaré qu'avec l'autorisation du président, il aimerait savoir si j'étais retourné vers la source tout seul, avec l'intention de tuer l'arabe. Non, et je dis. Point final. L'étranger, Albert Camus, 1942. Après la dictée, nos éloquents candidats sont en train de traduire les textes qu'on les a donnés. Après la dictée et la traduction de texte, nous voilà ainsi à l'étape finale, qui est l'éloquence lui-même. السلام عليكم ورحمة الله تعالى جميعا. هذا نعمة لي أن قام أمامكم بكي نحب أن نحدث معكم اليوم الذكاء الاصطناعي. ما هو الذكاء الاصطناعي؟ بأبسط العبارات يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام، والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادا إلى المعلومات التي تجمعها. يتجلى الذكاء الاصطناعي في عدد من الأشكال. بعض هذه الأمثلة، اسمعوني جيدا. أولا، تستخدم روبوتات المحادثة الذكاء الاصطناعي لفهم مشكلات عملها بشكل أسرع وتقديم إجابات أكثر كفاءة. ثانيا، القائمون على الذكاء الاصطناعي يستخدمونه لتحليل المعلومات الهامة من مجموعة كبيرة من البيانات النصية لتحسين الجدولة. ثالثا، يمكن المحركات التوصية تقديم توصيات مؤتمتة للبرامج التلفزيونية في استنادا إلى عادات المشاهدة للمستخدمين. أيها الإخوان، إن الذكاء الاصطناعي يتعلق بالقدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات أكثر من تعليقه بشكل معين أو وظيفة معينة. وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقدم صورا عن الروبوتات عالية الأداء الشبيهة بالإنسان. The name is Mamor Cham, living in Kamsar Street around Zondra Kazma High School. So, allow me to start my speech about this great topic which is the artificial intelligence. So imagine that we were towards the year 1400, things like that. We can say the world didn't know a lot of things as materials, automotive. So if we go in time a bit, towards the year 1400, 1800, there's a lot of creation and invention there.
as the one of Joseph Conrad, who invented the first steam vehicle. And then we have also the at 1769, we have also the creation of the first cell phone at 1876. So if you understand well, we can say that all creation, all invention move from year to year. I mean move over time. So we can say that today, grace to technology, we all have or we assist to the creation of cell phone, of computer, of the World Wide Web, of the internet. This technology is advanced, and we can say that it's more faster than the time, and we are living with this technology in our daily life. So today or nowadays, this technology has arrived in a high level, which is to imitate human beings. It means to transmit human intelligence down computers, down machineries. So, because we have can say a book which is named Artificial Intelligence. The man who wrote it said artificial intelligence is just a digital mind. So that's normal. You will surely ask the question, why scientists have created this? So we can say that they have created this because it allows us to, we can say, it allows us to exploit data in one level that any person here can't reach. That's normal, because when you say person, machinery, they are not in the same level. Bonjour chers camarades, bonjour chers membres de la jury, et bonjour chers présidents de la jury. Je m'appelle Mohamed Khairul Warasow, je fais la classe de 6e à l'école de Yaye Fatima Souare. Je voudrais présenter mon thème sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est la simulation de processus d'intelligence humaine par des machines, plus particulièrement des systèmes informatiques. Ces processus comprennent 3 phases. Tout d'abord, l'apprentissage, c'est-à-dire l'acquisition de l'information et ses règles d'utilisation. Puis, le raisonnement, soit l'utilisation de règles pour tirer des conclusions approximatives ou définitives. Enfin, l'autocorrection. Les applications particulières de l'IA comprennent la Neuro-Artificial Intelligence et la reconnaissance faciale et la vision par ordinateur. Quels sont les 3 types d'IA? Il existe 3 types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle étroite ou faible, générale ou forte, et la super-intelligence artificielle. À l'heure actuelle, nous n'avons atteint que l'intelligence artificielle étroite, alors que les capacités de machine learning continuent d'évoluer et que les scientifiques se rapprochent de l'IA générale. Des théories et des spéculations circulent sur l'avenir de l'IA. Les 2 principales théories sont: la première se fonde sur la crainte d'un avenir dystopique où des robots tueurs super intelligents envahiraient le monde, éliminant la race humaine ou réduisant l'humanité en esclavage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mon discours va prendre certainement aux alentours de 7 minutes. Et sur ces 7 minutes, 7 pauvres filles seront excisées quelque part dans le monde. 7 pauvres filles, 7 pauvres innocentes, impuissantes devant de sordides mains, inexpertes de femmes insensibles à leur peur, insensibles à leur douleur, insensibles à leur terreur. Oui, selon le dernier rapport de l'UNICEF, au moins 200 millions de femmes et de filles en vie aujourd'hui ont déjà subi une mutilation génitale dans 31 pays à travers le monde. 200 millions, 200 millions, 200 millions, soit une fille par minute. En Afrique, on estime le nombre d'excisions à 91,5 millions de filles, dont la plupart sont excisées avant l'âge de 5 ans. Au Sénégal, c'est surtout à l'est et au sud du pays que la prévalence de l'excision est la plus forte. Il s'agit des régions géographiquement, socialement et culturellement plus proches du Mali et de la Guinée, pays dans lesquels 9 femmes sur 10 sont excisées. Cette horreur, plus communément appelée excision, désigne l'ablation totale ou partielle des organes génitaux extérieurs ou toute autre lésion des organes génitaux extérieurs qui sont pratiquées pour des raisons non médicales. L'OMS
a classé les mutilations génitales en 4 types. Premièrement, la clitoridectomie. C'est l'ablation totale ou partielle du clitoris. Deuxièmement, l'excision. C'est l'ablation totale ou partielle du clitoris et des petites lèvres. Troisièmement, l'infibulation. C'est le rétrécissement de l'orifice vaginal par ablation. Et quatrièmement, regroupe toutes les interventions nocives ou potentiellement nocives qui ont été répertoriées sur les parties génitales féminines pour des raisons non thérapeutiques. Il est temps pour nous qui sommes là aujourd'hui, ici présentes dans cette salle, ou quiconque aura entendu ce message via la magie des réseaux sociaux, de nous unir comme un seul homme ou une seule femme pour dire halte aux mutilations génitales féminines. Et je le répète, halte aux mutilations génitales féminines. Nous ne sommes pas des objets à qui on doit priver de leurs droits et de leur intégrité corporelle. L'excision est une violation brutale des droits humains, des droits des enfants et des femmes. Il est temps pour nous de pousser le gouvernement à durcir les peines contre l'excision. Il est temps pour nous de sensibiliser nos mères, nos tantes et à nos grands-mères de faire cesser cette pratique ancestrale néfaste sur la santé des jeunes filles. Il est temps pour nous de dire halte aux mutilations génitales. Je me présente devant vous pour vous parler d'un sujet important qui interpelle tout un chacun, car faisant partie de notre quotidien, je veux nommer les problèmes de caste. L'homme a toujours vécu en communauté. Oui, en communauté. De ce fait, pour une meilleure harmonie, il s'est organisé de manière structurée en répartissant l'état social entre ses membres. De cette répartition sont nés les corps de métier. Et de ces corps de métier et l'évolution de la société a transformé cela en caste. Alors jusqu'à même considérer certains castes inférieurs à d'autres. D'où le problème lié aux castes. Ainsi, la question se pose sur la question de savoir comment en sommes-nous arrivés à ce problème? Où est-ce que cela va nous mener? Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour y remédier? Il s'agit d'une caractéristique acquise à la naissance d'une personne, en fonction dans laquelle elle n'est indépendante du pratique de la personne. Autres conséquences comme la volontaire de grossesse. La volontaire de grossesse qui n'a pas comme cause, qui n'a pas toujours des problèmes de caste comme cause. Les traumatismes à vie liés à une déception amoureuse. Je n'arrive pas à comprendre comment des personnes qui se disent croyantes, soi-disant, réfléchissent de la sorte. Je vois cela bien pire que le racisme. Car dès l'on parle de personnes cassées, c'est une manière de se dire qu'on est mieux que l'autre et de se vanter d'avoir le sang noble. Avez-vous déjà vu un cimetière pour les gays, un pour les thugs, un pour les gnégnos et un pour les griots? La réponse est non. Car dans la religion musulmane, l'islam interdit formellement de se vanter de sa lignée. Il incombe aux musulmans d'être comme un seul corps et de ne pas laisser les divisions qui sont le propre du paganisme. Le plus noble des hommes auprès d'Allah est celui le plus pieux. Je finirai ces quelques lignes en disant tout simplement que l'humain, qu'il soit noir, jaune, blanc, descendants d'esclaves, de nobles, de forgerons, de griots, viennent tous des mêmes êtres, à savoir Adam et Ève. Ne sommes-nous pas tous égaux aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala? N'a-t-il pas dit dans le Coran que sur tout ce qu'il a créé, l'homme est ce qu'il adore le plus? Alors, je ne souhaite à personne. Dans la rue, un homme a un accident. Il est transporté à l'hôpital. Il est hospitalisé. Là, c'est une guerre. Il a besoin de sang pour s'être opéré. A-t-on besoin ou bien a-t-on le temps de vérifier que c'est le sang d'un guerre ou bien d'un gueuel? A-t-on ce temps? Donc pourquoi? À quoi ça sert? D'après tout ce que vous avez dit, on a dit que lorsque vous dites à vos parents que je suis amoureuse de quelqu'un, qu'est-ce qu'ils vous demandent en premier? D'où vient-il? De quelle famille appartient-il? Au lieu de vous demander,
Est-il musulman? A-t-il des qualités? Non, ils ne le font pas. Allah ne connaît pas les castes. Allah connaît l'égalité. Il ne connaît pas les riches des pauvres. Je me souviens, lorsqu'il m'a présenté à ses parents, la première chose qu'il m'a demandé, quel est ton nom de famille? Ndiaye. Oui, je suis une Ndiaye, une Guewel. Le regard qu'il m'a rétorqué m'a subitement dit que notre relation était finie. Je t'aime, mais ta famille ne m'aime pas. Je t'aime, mais ta famille ne m'aime guère. Parfois, je pense que cet amour est impossible. Mieux vaut être seul que de vivre un amour sans espoir. Alors, je préférerais me suicider au lieu de savoir que mon âme ne sera pas unie avec un autre. Merci.